Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui comment est-ce qu'un pervers narcissique va justifier un abus et sortir avec une personne qui est perverse narcissique, c'est la garantie d'avoir des abus psychologiques. Je dirais même que, quelle que soit cette personne, petit copain, petite copine, chef à ton travail, parent, parfois même enfant ou juste un voisin, tu auras toujours des abus. Avant qu'on parle de ça, j'aimerais juste remercier ma communauté. Pour ceux qui découvrent cette vidéo aujourd'hui, je m'appelle Antoine Pétavin, j'ai 48 ans, j'habite dans le sud de la France. J'aimerais vous remercier parce que vous m'avez suivi depuis plus de 10 ans. Je suis un peu ému en disant ça, mais je fais des vidéos qui sont pas toujours quotidiennes, mais j'en publie beaucoup. Parfois, c'est chaque jour, 1 ou 2 vidéos. Et je sais que parfois, je passe par des phases où je vais moins bien. Ce qui est normal en 10 ans ou en 15 ans. C'est-à-dire qu'il y a des phases où j'ai vécu les pires choses dans ma vie, des moments qui étaient vraiment pas évidents. Ça peut être aussi des ruptures amoureuses. Même un coach peut avoir des ruptures amoureuses. Et je sais une chose, c'est que j'arrive devant cette caméra et souvent je fais poker face. J'essaie de montrer le plus neutre possible. Je parle pas beaucoup de moi dans ces vidéos. Et parfois, quand je vais pas bien, même en faisant cette poker face de la personne qui va bien, certains le voient et je reçois après, c'est parfois jusqu'à une dizaine de messages, voire même plus, d'SMS de gens qui sont inquiets, qui arrivent à voir que malgré ce visage, parfois dans ma vie, ça n'allait pas. Aujourd'hui, rassurez-vous, tout ça pour ça, aujourd'hui, je suis juste enrhumé, donc si jamais j'ai ces spots trop dans mes yeux qui font que j'ai du mal à garder les yeux ouverts, si jamais j'ai la voix un peu éraillée, c'est juste que je suis enrhumé, donc pas de message, ça se passe bien dans ma vie en ce moment. Maintenant que c'est fait, on va voir que parfois, c'est bizarre comme transition, mais on va essayer d'y arriver. Parfois, tu es face à une personne qui te fait vivre les pires enfers. Et tu peux même, des fois, avoir un doute. Tu te dis, tiens, je ne suis pas sûr qu'il a voulu abuser de moi. C'était peut-être juste une blague pas drôle. C'était peut-être juste qu'il a été élevé à la dure et c'est comme ça que ça se passe dans ce couple. Mais de temps en temps, tu arrives et tu as pris l'autre la main dans le sac de manière évidente. Il ne peut pas s'en sortir. Là, il a abusé de toi. Et bien, tu vas voir aujourd'hui que, même pris la main dans le sac, il va réussir à justifier cet abus. Si vous le souhaitez, avant que je vous parle de ça, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et il y a un lien pour m'appeler, c'est juste sous cette vidéo. Commençons par la première qui est le détournement de la réalité. Alors, pervers narcissique porte bien son nom, il vient pervertir la réalité. Il s'est passé quelque chose et il va transformer cette réalité. Par exemple, il va te dire je n'ai rien fait de mal, c'est toi qui exagères. Il peut te dire aussi t'es trop sensible, tu supportes jamais rien, on ne peut jamais te faire de critiques, t'as un souci avec ton ego. Il peut même aller jusqu'à t'envoyer des livres sur comment gérer ton ego, comment gérer ta sensibilité. Donc en gros, c'est extrêmement ironique. Il vient abuser de toi et il te dit voici le livre pour s'en remettre, parce que je n'ai rien fait de mal. Il va donc transformer cette réalité pour te faire douter de ce que toi tu ressens. Or, qu'on se mette d'accord, on est 7 milliards sur Terre, ce que tu ressens, c'est toi seul qui le sais. Tu es la seule personne capable de savoir ce que tu as ressenti. Personne d'autre ne peut mettre en doute ce que tu as ressenti. Si tu as ressenti une douleur quand il t'a dit une drôle de phrase, quand il a eu un drôle de comportement, ce sentiment, il est réel. La vraie question étant, est-ce qu'il va perpétrer cet acte en niant ce que tu ressens, en te disant qu'il était trop sensible et continuer à te faire du mal, ou est-ce qu'il va arrêter? Malheureusement, ce genre de personne continue par la suite. Alors, on pervertit la réalité. Étape numéro 2, évidente, on vient minimiser l'acte. Tout le monde fait ça. Nos voisins font ça. Ce que tu me dis aujourd'hui n'est pas si grave que ça. Toi, t'appelles ça un abus, mais ça n'en était pas un du tout. Ou alors il peut te dire, j'ai juste eu une mauvaise journée. Donc soit on translate, on pervertit à autre chose, soit on minimise. C'était pas si grave que ça. On en revient encore une fois sur ta perception. Qu'est-ce que toi, tu as perçu là-dedans? C'est finalement venir minimiser, banaliser un abus pour le rendre presque acceptable. Et pour te dire que t'en fais un drame. Et aussi, encore une fois, pour pouvoir le perpétrer par la suite. On va recommencer. Parce que tu comprends tout mal. Tout ce que je fais, tu l'amplifies. C'est de ta faute. Troisième stratégie, extrêmement classique, la victimisation calculée. Si je fais ça, c'est parce que tu me pousses à bout. Il va se placer en victime et toi en agresseur. On arrive dans le triangle de Karpman,
Victime, bourreau, sauveur. C'est de ta faute. Et là où ce système est pervers, c'est que si jamais tu reviens dans le temps d'une dispute, tu aurais du mal à savoir qui de l'œuf ou de la poule a démarré en premier. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au début? Je te donne un exemple. Tu finis par exploser. Ça, c'est la fin. À la fin de l'équation, tu exploses, tu cries. J'en ai marre, j'en peux plus, etc. Il va te dire, c'est toi qui es fou. C'est toi qui es devenu dingue. Si c'est lui, il va dire que tu le pousses à bout. Mais qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé à ça? Et très souvent, si on voit bien la fin, qui est facile, la fin elle est évidente, l'un des deux a explosé. Si on revient au début de tout ça, il y a souvent autre chose. On parlait la semaine dernière de phrases gâchettes. Il t'a dit certaines phrases qui t'ont fait dégoupiller. Il a eu certains comportements que tu ne tolères plus. Je te donne 2-3 exemples pour que tu te rends compte à quel point on peut devenir facilement une victime à la fin. Des exemples du quotidien qui sont toutes bêtes. Il te parle de ta mère ou de ton père, qui sont des sujets très sensibles chez toi. Tu pourrais me dire, Antoine, on peut tous parler de la mère et du père. Oui, sauf que peut-être que chez toi, ces sujets-là sont particulièrement sensibles. Tu refuses de payer quelque chose, il te traite de radin. Tu vas me dire, Antoine, comme pour le fait de parler de ta mère, c'est pas très grave. Il te traite de radin, sauf qu'en fait, t'as tout payé depuis des semaines. C'est toi qui viens fonder dans le couple. On arrive sur un sujet sensible. N'importe quel sujet sensible peut démarrer de l'agacement chez toi. L'agacement, c'est pas très grave, mais il va venir l'entretenir par la suite, jusqu'à ce que tu exploses. Prenons le cas de la partie financière. Tu as tout payé depuis 3 semaines. C'est peut-être même toi qui payes le loyer, qui paye tout là-bas. Et il veut quelque chose en plus, un tout petit quelque chose. Il sait très bien que ça va te faire dégoupiller. Il sait très bien qu'il abuse. Tu sais, c'est la goutte d'eau. Il a rempli le vase à ras-bord. Il sait très bien que n'importe quoi pourrait conduire à un drame. Quand il va en parler aux copains par la suite, il va juste dire c'est fou. Je voulais m'acheter quelque chose à 50 €. Il a refusé et il a explosé. Il est devenu fou. Donc c'est un radin. C'est une personne qui est instable. Mais il oublie de dire que c'est lui qui a été l'instigateur de ça. Il t'a emprunté, il t'a volé quelque chose qui était essentiel chez toi. Tu avais besoin de, je sais pas, d'un vêtement, d'un objet du quotidien, il l'a pris, il l'a emmené à son travail. Il va te dire, mais c'est pas grave, sauf que c'était nécessaire pour toi aujourd'hui. Et il va jouer la victime par la suite. Tu avais invité des amis à la maison, il devait juste apporter une chose, une seule chose, ou peut-être même 2 choses, je sais pas, par exemple du pain, et n'importe, une bouteille. Il devait juste apporter ça. Et il va faire exprès, non seulement de ne pas les ramener, mais en plus d'arriver 1 heure en retard. Et il va te dire, mais c'est pas grave, ça peut arriver, j'ai le droit d'avoir oublié. Pourquoi est-ce que t'en fais un drame? Sauf qu'il t'avait promis qu'il le ferait cette fois-ci. Il avait déjà oublié toutes les fois d'avant, il t'avait promis qu'il mettrait des efforts sur ça. Non seulement il ne le ramène pas, il te laisse tout préparer seul à la maison et il arrive en retard. Et à la fin, il te dit, sois cool. Et si je prends juste cet acte-là, séparer tout, il n'y a aucun souci. Si maintenant tu le mets dans l'intégralité de l'équation, de tout ce que tu as déjà souffert, de tout ce qu'il a déjà rajouté, tu deviens dingue. Je pense que quelqu'un qui n'aurait pas vécu ça, regarderait cette vidéo en se disant, Antoine, t'exagères, t'en rajoutes. Il faut vraiment le vivre pour comprendre à quel point ce sont des petits abus répétitifs qui s'amplifient doucement, de manière imperceptible, et parfois même plus bizarre. Tu peux subir un gros abus et être cool, et c'est le petit, quelques temps après, qui fait que tu le supporteras plus. Allez, encore un exemple, j'en ai tellement. Cette fameuse soirée où il arrive en retard, où il a oublié de ramener tout ce qu'il devait ramener, arrive. Qui encore une fois, pour ceux qui ne sont pas dans les relations narcissiques, ne comprendront pas, qui suivent quelque chose de gigantesque. Il arrive dans cette soirée. Et vous avez une grande discussion lundi dernier sur le fait qu'il devrait faire attention aux mots qu'il emploie, parce que tu trouves que les mots qu'il emploie sont plutôt violents. Dans cette soirée, il arrive, bien évidemment, très bien habillé, copain avec tout le monde, tout se passe bien. C'est toi qui passes pour la personne aigrie qui n'en peut plus, lui qui passe ou elle qui passe pour la personne géniale. De quoi est-ce qu'il va parler dans cette soirée, à ton avis? Une fois qu'il aura fait plein de blagues, il va remettre le doigt dessus en douceur. Il va dire « Oh là là, ça y est, encore une fois, elle fait une crise. Encore une fois, il n'est pas content, parce qu'il est vraiment trop sensible. » Il va utiliser ce mot « trop sensible ». Pour quelqu'un d'externe, ce mot n'aura aucune signification. C'est peut-être même un mot gentil pour certains qui ne seraient pas là-dedans. Sauf que toi, ça fait suite à des semaines de discussion sur le fait qu'il a une violence verbale. Et il va venir en parler tout doucement, dans un seul espoir, que tu exploses le soir-là devant tout le monde.
Tu vois bien son jeu, tu prends sur toi, encore une fois, tu comprimes, t'imploses à l'intérieur, encore une fois, c'est pas grave. Tu fais la fameuse poker face du mec calrume, tu fais rien à voir. Tu fais la fameuse poker face, tu dis que ça va bien, t'es un tout petit peu tendu. Évidemment, le lundi d'après, t'en reparles. Pourquoi est-ce que tu parles de ça pendant la soirée? Pourquoi est-ce que tu remets ça sur le tapis encore une fois? On avait dit que tes mots étaient trop violents. On avait dit que ce type de terme me faisait mal. Ça me fait mal quand tu me dis ça. Et la même discussion cyclique va revenir, la même que le lundi dernier, que celui d'avant, etc. T'en fais trop, t'es trop sensible, j'ai rien à voir là-dedans, va voir un psychologue, je t'achète des livres, prends sur toi. Ce sera toujours toi le fautif et tu vas finir par y croire. C'est ça le pire. Qu'est-ce qui fait que tu restes dedans? Tu finis par y croire. Il se comporte mal avec moi, il vient en jouer, comme une espèce de chat sadique qui jouerait avec une souris, il fait exactement pareil. Il va revenir jouer dessus avec un petit sourire, à chaque fois. Gaslighting, c'est transformer la réalité en autre chose. Ce que tu me dis n'est jamais arrivé. Tu te fais des films, ça n'a jamais lieu. Il te fait douter de ce que tu as vu. Il te dit que non, c'est faux. Tu m'as jamais prêté 50 € la semaine dernière. Même devant une preuve de virement, tu lui montrerais, moi c'est ce qui m'est arrivé, montre une preuve de virement, il dit non, non, tu l'as retiré pour toi cet argent. Non, 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 j'ai jamais eu. Regarde mon porte-monnaie, bien évidemment, les 50 € sont dépensés. Il te fait douter de toi. Et toi qui es en train de perdre confiance en toi, de douter de ta réalité, de plus exactement savoir le bien du mal, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut accepter. Tu marches sur des œufs en permanence. Tu sais plus comment tu t'appelles. Tu sais plus ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est ce que disent tous les gens qui sortent de ce type de relation. Quand t'en sors, t'es pas bien. C'est flou, t'as une espèce de brouillard devant toi. Tu sais plus si c'est toi le monstre, si c'est lui le monstre. Tu sais plus rien. Alors, heureusement, ça revient avec le temps, mais il te fait douter de toi en permanence. Tu ne sais plus exactement ce qu'il s'est passé. Est-ce que c'est pas moi le fou? Est-ce que c'est pas moi la folle à la fin? Et tu réfléchis et tu as quand même une espèce de doute parce que dans tes relations précédentes, tu n'as pas vécu ça. Il y avait de la gentillesse. Ce que tu ressens, tu es la seule personne à savoir ce que c'est. Personne d'autre ne peut te contredire dessus. Ce que tu ressens est réel. Il y a deux cas de figure. Là, on arrive sur du noir ou du blanc. Si je te dis que quand tu fais ça, j'ai mal, soit tu vas continuer à le faire et continuer à me faire mal, soit tu es bienveillant et tu veux mon bien et t'arrêteras de le faire. Et qu'on se mette d'accord, on a tous des points sensibles. J'ai des points sensibles, t'en as, tout le monde en a. Si quelqu'un vient jouer dessus et que ça fait mal, il faut le dire. Et ensuite, observe le comportement de l'autre. Est-ce qu'il va en jouer? Est-ce qu'il va recommencer? Est-ce qu'il veut que tu aies mal à nouveau? En le faisant passer pour une blague, par exemple. Point suivant. Rationaliser. Je fais ça pour ton bien, tu le comprendras plus tard. Exemple. Il va te dire ne fréquente pas cette personne, ton meilleur ami, ta meilleure pote. Ne fréquente pas cette personne, c'est pour ton bien. Je te répète en permanence que tu as pris 5 kilos, c'est pour ton bien, c'est pour que tu maigrisses. Je critique tous tes vêtements, c'est pour ton bien. Je critique ta carrière, c'est pour ton bien. Qu'on se mette d'accord, hein, au tout début, il adorait tes amis, il adorait ton poids, il adorait tes copains, il adorait tout, ton job, il adorait tout. Tout d'un coup, il te détruit partout pour ton bien. Et il va le justifier en disant que c'est pour ton bénéfice. Le souci, quand une personne externe entend ça, c'est qu'elle va dire, en effet, perdre 3 kilos quand tu es un peu en surpoids, c'est pour ton bien. Sauf que ce que cette personne externe ne sait pas, c'est qu'on te rabaisse au quotidien dessus. Et là où tu pourrais dire, écoute, soit tu me prends comme ça, soit tu me quittes, il ne te quittera pas. Encore une fois, comme un chat sadique avec sa souris, il va te garder pour jouer avec toi, pour te mettre des petits coups de griffe de temps en temps. Et tu arrives dans cette injonction paradoxale qui est compliquée pour le cerveau. Le cerveau déteste deux choses qui sont vraies simultanément. Déteste ça. Il te dit, perds 3 kilos, c'est pour ton bien, c'est une chose. D'un autre côté, il a l'air de pas t'aimer et tu as du mal à perdre ce poids. Alors qu'est-ce qu'on fait au final? Tu sais, c'est le fameux dilemme de la viande. Admettons que tu manges de la viande et d'un côté, tu n'aimes pas que les animaux soient utilisés pour faire de la nourriture et donc soient non-vivants, pour utiliser des termes que YouTube supporte. T'aimes pas que les animaux soient non-vivants, d'un côté, t'aimes bien la viande. T'es dans une espèce de dichotomie interne que le cerveau n'aime pas. Donc le cerveau pensera plutôt, je vais pas regarder ce qui se passe au moment où l'animal devient non-vivant et je vais quand même manger ma viande, si jamais tu manges de la viande. Et là, c'est pareil. Ton cerveau, au bout d'un moment, je dois perdre 5 kilos, c'est pour mon bien, mais j'y arrive pas. Ton cerveau se dissocie. Tu préfères penser à autre chose. Tu vas même plus les entendre, ces phrases-là. Parce qu'il te met en permanence dans ce type d'injonctions paradoxales qui sont dures à supporter. Et c'est le cas, j'ai envie de dire, pour tous les sujets sur Terre.
Un travail n'est jamais que bien. Il y a aussi des points négatifs, évidemment. Un ami, même ton meilleur ami, n'est pas que bien. Je ne suis pas que bien. J'ai des tonnes de défauts aussi. Parce qu'on est tous créés avec des qualités et des défauts. Et donc, au début de la relation, il a pointé les qualités de tout ça. Tout d'un coup, il vient pointer les défauts. Et dans l'absolu, il a raison. C'est ça qui est compliqué pour ton cerveau à gérer. Dans l'absolu, il a raison, mais il s'en sert comme d'un levier sadique pour te le répéter. Tu sais quoi, en réalité, si tu aimes quelqu'un, tu sais très bien qu'aucun physique n'est parfait. Même une Miss Univers n'aurait pas un physique parfait. On a tous des défauts, on a tous un travail où ça se passe bien parfois, ça se passe mal d'autres fois. On a tous des amis qui sont imparfaits. L'amour, c'est de supporter l'imperfection de l'autre. C'est pas de lui rappeler en permanence. L'humour qui fait mal. Mais voyons, c'était une blague. Il te fait encore une fois, sur tout ce qu'on vient de voir, des petites remarques méchantes. Il te dit, mais c'était une blague. Il va avoir des vêtements qui sont triple XL, alors que tu fais juste du M. Regarde, ça, ce serait pour toi. Hein. Mais c'est une blague. C'est bon, détends-toi. Oh, tu sais pas rire. Remarque une chose, c'est qu'il y aura toujours cette espèce d'effet de miroir, de projection perverse. C'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Regarde-toi d'abord. Lui ou elle, ils sont parfaits, des demi-dieux sur Terre. Tu les regardes, tu te dis, tiens, c'est marrant parce que toi aussi, t'as 5 kilos de trop. Toi, t'as même pas de travail, t'es assis sur ton canapé à rien faire. Pour autant, ce qu'on vient regarder au quotidien dans le couple, c'est plutôt ma vie en permanence. Toi, tu fais rien, t'as un boulot qui est aussi nul que le mien, j'en sais rien. T'as un boulot qui a des problèmes, t'as des amis qui sont problématiques, mais c'est moi qu'on va regarder en permanence. Et comme t'es hypersensible, ou empathe, ou gentil, ou même intelligent, t'as l'intelligence de celui qui se remet en question. Corrigez-moi cette phrase de Kant qui disait quelque chose comme « L'intelligence d'une personne se mesure au nombre d'incertitudes qu'elle peut supporter. » L'intelligence, c'est d'accepter des incertitudes. L'autre, il n'a pas d'incertitude. Il n'est pas intelligent. Il te juge. T'es comme ça, t'es nul. Toi, tu as ces incertitudes qui sont liées à l'intelligence. Ah oui, c'est vrai, en effet, je pourrais perdre 3 kilos. C'est vrai que mon travail pourrait être perfectible. C'est vrai que mes amis, parce que tu es intelligent, tu comprends tout ça. Toi, tu le remets en cause en le montrant du doigt, il n'y a rien qui change. Non, non, ça lui va comme ça. Le dernier point, c'est qu'il va venir vérolrer ton entourage. Il va te dire, par exemple, même tes proches pensent que tu es trop sensible. Et ce que tu sais pas, c'est que depuis le début, il va voir tes amis, il va leur dire des choses mauvaises sur toi. Puis à la fin, il va te dire, tu sais quoi? Même tes meilleurs amis pensent ça de toi. Et puis tu dis, bah, allez, dis-moi qui? Il va te dire, non, non, moi je suis pas une balance. Moi, je ne dis pas ce genre de choses. Donc, il va noyauter ton groupe d'amis, leur dire des choses atroces sur toi. Et à la fin, il te dira pas ce qui a été entendu. Il a influencé ce groupe pour que ce groupe pense des choses mauvaises de toi. Et à la fin, il sera du côté du groupe et non pas de ton côté. Ne te laisse pas piéger par ces stratégies. Maintenant, tu les connais, elles sont juste là. Demande-toi si, dans toute discussion avec quelqu'un, il y a de la bienveillance derrière. Est-ce que cette personne est bienveillante? Est-ce que moi, je me permettrais de dire la moitié des choses qui ont été dites dans ce couple-là? Est-ce que moi, je pourrais me comporter comme l'autre? Est-ce que j'ai l'impression de marcher sur des œufs, qui est un grand signal qu'il y a un souci? Toi, tu fais gaffe, l'autre, pas du tout. Tu mérites une vie qui soit extrêmement heureuse. Et je garde ça pour la fin, mais même si une personne perverse narcissique détruit une vie temporairement, c'est aussi, c'est dur à entendre et je mets ça avec plein d'astérisques, il y a quelque chose de nécessaire à ça. Je dois apprendre à penser un peu plus à moi et être un peu plus sûr de choses qui sont importantes pour moi. Je suis plus sûr de mes valeurs, des choses que je prône. Je cherche de la gentillesse, je cherche de la bienveillance. Je cherche une personne qui m'acceptera même avec mes défauts parce que je ne suis pas pervers narcissique à penser que je suis parfait ou parfaite. Je cherche une personne qui m'acceptera avec toutes mes belles qualités et aussi avec mes quelques défauts. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Salut à tous, bye.